Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Juan Guaidó, il dit avoir le soutien des forces armées, par ailleurs la Colombie, qui appelle les militaires vénézuéliens à le rejoindre. Que faut-il en penser ? Bonjour, alors merci pour l'invitation avant tout. Donc en ce moment à Caracas, ou plutôt il y a 1 heure et demie, les éléments étaient assez confus sur la situation. Là on peut voir que ça commence à s'éclaircir. Donc nous avons pu voir effectivement une cinquantaine ou en tout cas moins d'une centaine de militaires vénézuéliens derrière Juan Guaidó. Et aussi le Leopoldo López, donc un des dirigeants de l'opposition la plus radicale qui a violé donc sa liberté conditionnelle. Une centaine de militaires donc appellent avec Juan Guaidó le peuple à se soulever. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, encore une fois, le nombre n'est pas énorme. Selon les chiffres de l'opposition, selon les chiffres les plus optimistes de l'opposition, il y a 0,1% des policiers et des militaires qui ont déserté ou qui ont trahi leur patrie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas suffisant pour lancer un coup d'État. Ce qu'il faut voir, c'est lorsqu'on reprend la chronologie des événements, ce qui vient de se passer au Venezuela, parce que je rappelle à vos auditeurs que la situation est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débordement et en ce moment même, la situation est contenue par les forces armées vénézuéliennes. En revanche, je vais vous redonner la parole, demain il y a une grande manifestation à Caracas promue par l'opposition et je pense que cet événement est un des préludes à ce qui pourrait se dérouler demain. Mais sur la position de l'armée, quelle est cette position aujourd'hui ? Est-ce qu'elle peut se retourner en faveur justement de Juan Guaidó ou pas ? Mais comme je vous l'ai dit, les plus hautes autorités de l'armée ont rappelé que l'armée était unie. D'après les informations que nous avons pu avoir du Venezuela, il n'y a absolument aucune caserne en insubordination en ce moment dans le pays. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit là d'une minorité de militaires qui font un choix personnel. Comme vous pouvez le voir aussi, il ne s'agit pas de bataillons entiers qui désertent, ce sont des choix personnels de certains militaires. Et effectivement, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, même si ce nombre peut enfler, ça ne reflète pas la position de l'armée vénézuélienne qui reste fidèle à la Constitution et à la République. Alors, si on vous suit, quelle est la stratégie maintenant adoptée par le président autoproclamé ? On est là dans une guerre de communication maintenant ? Oui, alors pas seulement une guerre de communication, je crois qu'on est aussi dans une guerre de basse intensité, une guerre qui a déjà commencé, y compris sous ses aspects militaires. Seulement, ils sont un peu, on va dire, ils sont pas émergents, mais il y a déjà des éléments paramilitaires, des éléments des mercenaires qui sont déjà aussi actifs sur le pays. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que le 21 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant l'autoproclamation de Guaidó comme président, il y avait déjà eu une rébellion militaire de 50 personnes. Donc c'est pour essayer de construire l'image que l'armée est morcelée, que l'armée est fracturée. Aujourd'hui, on a une répétition de ce scénario la veille d'une manifestation de l'opposition. Donc on est bien là dans la construction d'une image pour montrer que l'armée est fracturée, qu'il s'agit là d'un conflit interne, évidemment en essayant de passer sous silence l'aspect des prédateurs des richesses naturelles du Venezuela. Effectivement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'État devrait, sur une position pareille, devrait réagir et mettre Juan Guaidó en prison ou en tout cas faire retourner Leopoldo López en prison. Il n'y a rien d'extravagant ni de dictature ici. En France, nous avons le même type de loi, c'est l'article 412 alinéa 1 de notre code pénal. Pour un attentat de cette sorte, Juan Guaidó s'exposerait en France à 750 000 € d'amende et la prison à perpétuité. Donc effectivement, c'est aussi un des aspects cherchés par l'opposition pour essayer d'en faire un martyr et essayer d'attirer une ingérence militaire de pays étrangers, notamment des
des pays latino-américains ou des États-Unis au Venezuela. Alors vous parlez de cette ingérence étrangère. Il y a également la présence de militaires russes depuis plus d'un mois sur place. Quel rôle peuvent-ils jouer ? Alors, il y a effectivement une centaine de militaires russes qui sont arrivés, donc comme vous l'avez rappelé, il y a un mois à Caracas. Ils sont arrivés dans le cadre d'accords de coopération technico-militaire signés dès 2001 avec le Venezuela. Donc on sait par exemple que les militaires russes sont en train d'enseigner à des militaires vénézuéliens au pilotage de certains hélicoptères. On sait aussi que dans cette délégation militaire, il y avait des experts en cyberattaque qui ont notamment prouvé que la grande coupure d'électricité qu'il y a eu lieu il y a un mois et demi était due à un hacking. Donc on peut imaginer, vous pouvez imaginer comme moi, qu'il n'y a pas une transparence optimale dans ce genre d'informations, mais on peut effectivement imaginer que les experts russes aident le Venezuela à blinder leur système informatique. Ce sont des coopérations qui existent, comme je le rappelle, depuis au moins 15 ans avec le Venezuela. Donc c'est un soutien militaire, comme il y a d'autres pays qui ont aussi ce type d'accord avec le Venezuela. Merci beaucoup Romain Migus. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Merci.